Ce ne sont pas des exemples qui vont détruire une analyse. Ils peuvent mettre en évidence un genre de tension que nous pourrions espérer éviter, un projet que l'analyse remplit mal. Les exemples du précédent chapitre ont montré que pour les termes normatifs, les analyses descriptives qui viennent d'abord à l'esprit excluent un usage dont nous avons besoin. Elles soumettent leurs concepts à plus de tension que nous ne pouvons nous le permettre pour certains objectifs. Ceux de l'enquête fondamentale sur la meilleure manière de vivre, parce qu'elles réduisent par trop la valeur de caution inhérente aux termes normatifs. Ces analyses peuvent être idéales pour d'autres fins, mais les exemples montrent qu'en ce domaine on peut espérer mieux. Que faire alors de la thèse de Putnam selon laquelle les normes imprègnent les faits? Je suis d'accord avec lui. Les croyances que j'appelle factuelles dépendent de normes épistémiques, de normes pour nos croyances sur les choses. Pour continuer à penser comme nous pensons, il nous faut penser qu'il y a un sens à cela. Il serait donc incohérent de renvoyer tous les jugements normatifs sous prétexte qu'ils seraient purement subjectifs, tout en acceptant des jugements factuels comme s'ils étaient fermes et objectivement fondés. Du point de vue de leur justification, ils sont sur le même plan. Les jugements de fait et les jugements normatifs tiennent debout ensemble ou s'effondrent ensemble. Tout cela n'est pas pour dire que les normes épistémiques elles-mêmes sont des faits, ni que les jugements factuels sont eux-mêmes normatifs. La justification des croyances factuelles est affaire de normes, mais cela ne ferait pas de ces croyances des jugements normatifs. Reste qu'il faut dire quelle est la différence. J'ai suggéré un test linguistique simple. Une notion est normative si nous pouvons la paraphraser en termes de ce qu'il est censé de faire, de penser, de ressentir. Je tenterai plus loin de donner une vue plus systématique de la correspondance entre un jugement factuel et un fait, et de la place de cette correspondance dans la nature, en développant une théorie de la représentation naturelle et artificielle. L'idée que les normes imprègnent les faits peut être poussée plus loin. Les normes, comme on pense en général, imprègnent la signification elle-même. Les énoncés qui attribuent une signification sont normatifs. Ils invoquent des standards de correction. Ils disent quel engagement implique l'acceptation d'un énoncé. Si la nature ne contient aucun fait normatif, il s'ensuit qu'elle ne contient aucun fait de signification. Le discours sur la signification fonctionne sur des principes constitutifs différents de ceux du discours sur la nature. Donc, même si nous pouvons parler de nous comme faisant partie de la nature, les pensées et les significations ne s'intègrent pas à ce discours. La théorisation naturaliste et les attributions de signification sont toutes deux légitimes, mais ce sont deux types de discours tout à fait incompatibles. Davidson, 1980, parle de l'idéal constitutif de rationalité, comme de ce qui contrôle l'évolution d'un schème de traduction. Kripke, 1982, dit que la relation de la signification et de l'intention à l'action future est normative et pas descriptive. McDowell, 1984, l'approuve et parle de normativité de la signification. Je pense tout au contraire qu'une théorie naturaliste adéquate du discours et de ses présupposés, comme d'ailleurs une théorie naturaliste adéquate des interactions humaines, ne peuvent se passer de quelque chose qui ressemble aux significations. D'un point de vue naturaliste, nous sommes des produits infiniment complexes de la sélection darwinienne. Un point de vue naturaliste sur les animaux Homo sapiens compris requiert des stratagèmes. Les modèles ne sont pas seulement à trouver dans le détail des neurones, mais dans le façonnage des mécanismes cérébraux en vue de l'adéquation adaptative globale à un monde d'interactions complexes et subtiles entre des organismes. Dès lors qu'on essaye de comprendre comment tout cela peut marcher, on est conduit, je crois, vers des modèles dans la nature qui correspondent dans l'ensemble à ce que nous croyons déjà à propos des significations. Ce n'est certainement pas là la seule façon de tenter de comprendre la place de la signification dans la nature, et d'autres philosophes travaillent à d'autres explications. Certains pensent que nous faisons partie de la nature, mais pas nos significations. Ils tentent alors d'expliquer cela. Je ne cherche pas à évaluer tous ces programmes rivaux. Je fais allusion occasionnellement à quelques aspects de quelques recherches. Mon but, ou l'un de mes buts, est plutôt de frayer une voie qui puisse nous aider à concevoir la signification et la vie normative comme faisant partie de la nature, et de voir la valeur explicative d'une telle conception. 3. Dans le vif des analyses. Des choses que nous estimons rationnelles ou non. Nous estimons rationnelles ou irrationnelles toutes sortes de choses propres à l'homme. On peut non seulement agir, mais aussi penser de manière rationnelle ou irrationnelle. On peut rationnellement ou irrationnellement éprouver de la colère, de la gratitude, de l'envie.
Ainsi, il est irrationnel, par exemple, d'être en colère contre le porteur d'une mauvaise nouvelle, mais rationnel de l'être contre le scélérat qui cherche à vous berner. C'est du moins ce que nous avons tendance à penser dans la vie courante. Si le mot rationnel semble ici trop savant, d'autres expressions plus familières peuvent le remplacer. Il n'y a aucun sens à se mettre en colère contre le porteur de mauvaises nouvelles qui n'y est pour rien. La colère n'est pas avalisée, warranted. On n'a pas de reconnaissance à avoir envers quelqu'un qui, cherchant son propre gain, ne nous a avantagés que par inadvertance. Ce sont ces manières d'apprécier que je voudrais interpréter. Ont-elles véritablement un sens? Et si elles en ont, comment les comprendre? On peut faire usage de manière compréhensible du terme rationnel à propos des actes, des croyances comme des sentiments, mais a-t-il la même signification dans tous ces usages? On pourrait imaginer que, pour qu'une chose soit rationnelle, il faut qu'elle soit souhaitable ou avantageuse. Un pragmatisme aussi grossier, cependant, rendrait incompréhensible l'idée ordinaire de la rationalité. Il peut convenir aux actions, mais ne marche pas pour les croyances et les attitudes. Ce que j'appelle pragmatisme grossier n'est pas le pragmatisme de Peirce, James et Dewey. James est celui qui s'en est le plus approché. Il pensait qu'il y avait des cas où nous devions croire les choses qu'il était le plus avantageux de croire, quelles qu'elles soient. Ces cas, cependant, sont bien circonscrits par lui. Le choix de croyance doit, pour reprendre ces termes, s'imposer, être vivant et important, et ne pouvoir être décidé sur des bases intellectuelles. Prenons l'exemple classique du mari qui sait de source sûre que sa femme le trompe, qu'il soit rationnel ou non pour lui de la croire fidèle. Qu'une telle opinion soit avalisée, cela ne dépend que des éléments de preuve qu'il a à sa disposition. Qu'il soit souhaitable pour lui de la croire fidèle et que cette conviction soit bonne pour lui, cela dépend de l'incidence de ses opinions sur les sentiments qu'il éprouve envers sa femme. Qu'une opinion soit rationnelle ou qu'elle soit souhaitable, s'il faut en croire à la pensée commune, ce sont choses différentes. De la même façon, il pourrait être désavantageux pour l'un des courtisans de Cléopâtre d'être en colère contre elle, même si elle a ordonné une exécution injuste et qu'il soit censé ne s'en offusquer. Car ce courtisan peut vouloir s'insinuer dans les bonnes grâces de sa reine et craindre à juste titre que sa colère n'altère sa contenance et ne gâche son charme. En ce cas, il aurait toutes les raisons de ne pas se mettre en colère et pourtant semble-t-il pour nous sa colère est raisonnable. À l'opposé, il n'était pas censé pour Cléopâtre d'être en colère contre le porteur d'une mauvaise nouvelle, quelle que soit la vertu thérapeutique ou palliative de sa colère. Et il serait censé pour le courtisan d'être en colère. Que la colère soit censée ne revient pas à ce qu'elle soit avantageuse. La question ne porte pas essentiellement sur notre usage des mots. Nous pouvons peut-être qualifier la colère d'irrationnelle pour le courtisan à cause des conséquences fâcheuses qu'il sait qu'elle aura. Nous pouvons dire que cela n'a aucun sens qu'il se mette en colère, car cette colère lui serait fatale. C'est là pourtant un genre de jugement différent de ceux que je veux étudier, à savoir les jugements d'aval. Si nous jugeons que la colère de Cléopâtre n'a pas de sens, c'est qu'elle est mal fondée. Celle du courtisan serait rationnelle, car bien fondée ou avalisée, puisque Cléopâtre a agi de façon scandaleuse et sans motif. C'est à ces usages que je réserve les termes rationnels et avoir un sens. Si nous comprenons le mot rationnel, ainsi nous pouvons établir les distinctions suivantes. Dans le cas du courtisan et de la reine, même s'il est rationnel pour lui d'être en colère contre elle pour cette exécution injuste, il peut être aussi rationnel pour lui de vouloir lui plaire, pour son profit ou celui d'autres personnes. Si la colère n'en empêchait, il serait rationnel pour lui de vouloir n'être pas en colère contre elle. Dans un tel cas, il est rationnel à la fois d'être en colère et de vouloir n'être pas en colère. Ce modèle s'applique aux émotions mais aussi aux pensées. Reprenons le cas du mari trompé. Les preuves dont il dispose peuvent faire qu'il est rationnel pour lui de croire sa femme infidèle. Mais les conséquences de cette conviction sur ses sentiments peuvent faire qu'il soit rationnel pour lui de vouloir croire à la fidélité de sa femme. Ressentir ou penser rationnellement quelque chose, ce n'est pas la même chose que rationnellement vouloir le ressentir ou le penser. Il faut aussi distinguer entre dire qu'il y a sens pour quelqu'un à être en colère et dire qu'il y a sens à ce que quelqu'un soit en colère. Si ma journée s'est mal passée et que m'arrive encore un ennui, cela a un sens d'être en colère. On peut s'y attendre à cause des circonstances et pour des raisons que nous comprenons, même si cela n'a aucun sens pour moi d'être en colère, puisque cet ennui c'est la faute de personne. Pareillement, cela a un sens que Cléopâtre se mette en colère contre le messager, mais cela n'a pas de sens pour elle d'être en colère contre lui. On peut s'attendre en ces circonstances à de la colère mal placée, mais la mauvaise nouvelle n'incombe pas au messager. Appliquer aux émotions les termes de rationnel et d'irrationnel paraîtra douteux à plus d'un.
Certes, on peut dire le genre de choses que selon mon affirmation nous disons. Cela a un sens d'être en colère, dans certains cas et pas dans d'autres. Mais il faut se demander si ces jugements résistent à l'examen. On peut penser qu'un jugement de rationalité ne porte que sur ce qui est sous le contrôle de la volonté. Ce n'est pas le cas des émotions, puisqu'elles échappent au contrôle direct de la volonté. Il est vrai qu'on peut les soutenir ou les réprimer, mais on ne peut être en colère ou être reconnaissant à volonté, pas plus qu'on ne peut simplement contenir ses émotions à volonté. Ce que nous estimons rationnel ou non ne serait donc pas l'émotion elle-même, mais les mesures que l'on prend pour la soutenir ou la réprimer. J'accepte bien entendu qu'on ne puisse éprouver ou rejeter à volonté les émotions, mais je récuse l'opinion selon laquelle seul ce qui est volontaire peut être estimé rationnel ou irrationnel. Les opinions paraissent bien être les premiers exemples de ce que nous pouvons estimer ou non être rationnel, mais tout comme les émotions, elles ne s'obstiennent ni se congédient à volonté. Peut-être est-il possible de se faire croire à volonté, mais ce n'est pas la même chose que d'avoir des opinions à volonté. Il est assez courant de juger les états d'esprit comme rationnels ou irrationnels, quand bien même on peut les faire venir ou disparaître à son gré. Je pense qu'on peut aller plus loin, même pour ce qui concerne les actions. Le jugement de rationalité ne porte pas d'abord sur ce qui est directement volontaire. Qu'est-ce qui rend d'ailleurs une action volontaire? On peut présumer au moins en partie que l'action est liée de manière reconnaissable au vouloir. Quand une action est volontaire, le vouloir ou la préférence ont conduit de manière reconnaissable à l'intention, et l'intention a été accomplie. Qu'est-ce qui rend alors rationnelle une action volontaire? C'est la rationalité de l'intention qui la sous-tend, à savoir l'aptitude de l'intention à satisfaire un ensemble rationnel de préférences. Juger qu'une action volontaire est rationnelle, c'est tenir les préférences qui la sous-tendent pour rationnelle et accorder la rationalité à l'intention qui l'anime comme moyen de satisfaire ses préférences. Qu'une action volontaire soit rationnelle relève donc de la rationalité des préférences et des intentions qui la sous-tendent. Or, les préférences et les intentions ne sont pas en elles-mêmes volontaires. C'est assez clair pour les préférences. Je peux par exemple me convaincre que je serai heureux si et seulement si je cesse de vouloir être heureux, mais je ne peux pour cette seule raison cesser simplement volontairement de vouloir être heureux. Je veux faire certaines choses pour cultiver mon indifférence au bonheur, mais ce n'est pas là être indifférent à volonté. Pour les intentions, c'est moins clair. Se demander si former des intentions relève de la volonté semble énigmatique. La question semble mal posée, elle fleure l'erreur de catégorie. Voici un exemple d'erreur de catégorie donné par Wright de 1949. Un enfant vient à une parade pour voir défiler une division. Il voit passer des bataillons, des batteries, des escadrons et demande quand la division va arriver. Qu'il nous faille ou non véritablement parler d'intention involontaire, nous pouvons du moins nier qu'elle soit, au sens le plus banal, volontaire. Ainsi, même dans le cas des actions, des jugements de rationalité dépendent fondamentalement de jugements portés sur des choses qui ne sont pas simplement de l'ordre de la volonté. On accepte en général que les croyances puissent être estimées rationnelles ou non, même si elles ne sont pas volontaires. Mais la question des émotions est plus controversée. On soutient parfois qu'une émotion est rationnelle ou non dans la seule mesure où la croyance qui y est impliquée est rationnelle ou irrationnelle. Hume, 1740, présente l'argument classique en faveur de cette position, voire aussi Solomon, 1976, Sabini et Silver, 1982. D'autres pensent qu'une émotion implique une évaluation et une appréciation, et que ce sont ces dernières qui peuvent être jugées rationnelles ou irrationnelles. Je discute des croyances et des appréciations au chapitre 7. Si la colère de Cléopâtre contre le messager n'avait rien de sensé, c'est parce que cette colère impliquait l'idée que l'esclave lui avait fait du tort, croyance évidemment irrationnelle. Il serait pourtant difficile d'identifier la nature irrationnelle ainsi impliquée. La plupart d'entre nous en ont fait l'expérience. Parfois on est en colère tout en pensant qu'aucun tort n'a été fait et que la colère est donc injustifiée. Dans pareil cas, on a l'impression qu'un tort a été fait tout en pensant qu'il n'en est rien. Où se trouve alors l'opinion irrationnelle ? Certes, si la colère est bien irrationnelle, comme on le pense, c'est qu'il y a une croyance qu'il serait irrationnel d'avoir. Il serait irrationnel de penser qu'un tort a été fait. Mais c'est là précisément ce qu'on ne pense pas. C'est justement pour cela qu'on tient sa colère pour irrationnelle dans ces cas-là. La pensée serait peut-être subconsciente. L'on pense inconsciemment qu'un tort a été fait tout en étant bien conscient du contraire. Pourquoi affirmer ainsi la présence de pensées subconscientes ? Pour la bonne raison qu'il y a état de colère et qu'être en colère, c'est comme si on pensait en quelque sorte qu'un tort a été fait, même si l'on pense consciemment autre chose.
Mais cette pensée subconsciente peut-elle alors être quelque chose d'indépendant de l'état de colère? Si nous ne parlons d'irrationalité de la colère qu'en termes d'irrationalité d'opinion subconsciente, ces opinions s'avèrent être des opinions d'un genre particulier. Elles ont un statut tellement parasitaire par rapport aux émotions que l'avantage de les interpréter ainsi en est fort réduit. Bref, nous estimons rationnelles ou irrationnelles des choses qui sont clairement involontaires, attitudes, opinions, et il n'y a pas de raison particulière de penser que c'est là une erreur. Même dans le cas de l'action, ces jugements de rationalité s'appliquent en premier lieu à des états d'esprit qui ne sont pas directement volontaires. Le fait que les émotions soient involontaires ne nous donne pas en lui-même de raison de penser que ces émotions ne peuvent être jugées rationnelles ou pas. De plus, lorsque nous estimons la rationalité d'une émotion, il paraît bien difficile d'établir que nous estimons en réalité une opinion. On ne trouve pas pour un type donné d'émotion un type d'opinion indépendamment identifiable qui y serait toujours impliqué. Rien de tout cela ne prouve qu'en appelant quelque chose rationnel, que ce soit une action, une opinion ou une émotion, nous disions quoi que ce soit de compréhensible. Cela reste encore à voir. Je me contente pour l'instant de dire que nous parlons et pensons comme si de tels jugements étaient compréhensibles. Il vaut peut-être la peine de chercher à savoir si nous pouvons les interpréter de façon à les rendre compréhensibles. Rationalité et morale. Il serait bon de savoir ce que veut dire le terme rationnel quand il s'applique aux actes, aux croyances et aux émotions, avant d'en chercher la signification. Je me tournerai cependant d'abord vers la morale et son rapport à la rationalité. Supposons donc naïvement, pour l'instant, que nous savons ce que veut dire rationnel. On trouve dans l'histoire de la philosophie morale au moins deux conceptions résolument différentes de la morale. Dans la conception la plus large, la moralité est simplement la rationalité pratique, prise au sens plein. Dire qu'un acte est moralement juste revient à dire qu'il est rationnel. Sidgwick est l'un des principaux représentants de cette conception, et Kant aussi peut-être. Elle est partagée par de nombreux auteurs contemporains. Kant, 1785, pose plus de problèmes. Il considère la morale comme le domaine de l'impératif catégorique, qui exprime les exigences de la raison pratique. Il reconnaît aussi cependant des impératifs hypothétiques, non moraux, qui expriment la nécessité du bonheur de chacun. Si nous interprétons sa conception comme tenant les impératifs hypothétiques pour des exigences de la rationalité, il ne faut pas alors lui attribuer la conception large de la morale. Selon eux, il n'y a aucun sens à demander. Est-il toujours rationnel de faire ce qui est moralement juste? Car moralement juste veut simplement dire rationnel. Selon la conception étroite de la morale, à l'inverse, les considérations morales sont seulement quelques-unes des considérations qui décident ce qu'il est censé de faire. Il existe encore des considérations non morales qui comptent aussi. Il est ainsi normalement considéré comme mauvais, par exemple, de faire mal aux autres, de voler ou de se parjurer. Mais on ne trouve normalement pas mauvais de traîner à ne rien faire durant une journée où l'on avait prévu de faire une bonne randonnée, même si passer son temps ainsi n'a rien de rationnel. Dans la conception large, l'action moralement juste équivaut à une action véritablement rationnelle, alors que dans la conception restreinte, un acte peut être véritablement irrationnel sans être moralement mauvais. Peut-être y a-t-il aussi des actions qui sont moralement mauvaises sans pour autant être véritablement irrationnelles. Au chapitre 5 de l'utilitarisme, John Stuart Mill utilise le terme de moralité en ce sens étroit et propose des critères de la moralité ainsi entendus. La moralité, dit-il, touche à ce qui est mauvais ou non, et dire qu'un acte est mauvais, c'est dire que cet acte doit mériter une sanction, sanction de la loi, de l'opinion publique ou de la conscience. Ce doit devrait être ici jugé, selon Mill, d'après les standards du principe du plus grand bonheur. Mais ce jugement fait partie de la théorie normative que Mill propose et non de l'analyse qu'il donne du terme moralement mauvais. Je propose donc de reprendre l'analyse de Mill avec quelques interprétations et modifications. Quand Mill dit qu'il doit y avoir sanction, disons qu'il dit qu'une action est rationnelle, ou peut-être qu'elle est requise d'un point de vue rationnel. Laissons tomber la question de la sanction juridique. Supposons que nous pensions que les gens qui se garent sans payer suffisamment au parc-mètre doivent recevoir une amende, mais qu'ils ne doivent pas se sentir coupables et qu'il n'y a pas à leur vouloir de l'avoir fait. Dans ce cas, me semble-t-il, nous ne pensons pas que se garer sans payer soit moralement mauvais. Nous pensons simplement qu'une amende s'impose. Il reste donc dans le cas des sanctions de la conscience et de l'opinion publique, culpabilité et remords d'un côté, blâme, rancune et indignation morale de l'autre. Selon cette reformulation donc, ce qu'une personne fait est moralement mauvais si et seulement s'il est rationnel pour elle de se sentir coupable de le faire, et pour d'autres de lui en vouloir de le faire. C'est là à peu près l'analyse proposée par Ewing d'une des significations du devoir, 1939.
Dans une autre signification, suggère-t-il, le terme est simple et analysable, inanalysable. Ce simple devoir semble correspondre à ma conception du rationnel. Brandt, 1946, a développé ce genre d'analyse pour des termes comme détestable et méritoire. Il parle d'émotion qu'il est adéquat d'éprouver face à un acte, et une émotion adéquate semble bien être ce que j'appelle une émotion rationnelle. Il ne dit pas ce que signifie cette adéquation, ni si elle signifie quoi que ce soit. Brentano, 1889, offre une analyse semblable pour bon. Une chose est bonne si l'amour envers elle est correct. Reichtig, si elle est digne d'amour. Dans certains cas, il pense qu'on peut faire l'expérience du fait que l'amour est correct et que cela constitue une évidence, le caractère clair et distinct de certains jugements, inséparables de leur vérité. En vouloir n'est pas ici le meilleur terme, car il suggère quelque impression de tort personnel, alors que le blâme serait plus impartial. En vouloir s'indigner, condamner, se scandaliser, blâmer, tout cela exprime en gros ce que je veux dire. Tous ces termes expriment la colère, mêlée peut-être d'une impression d'être dans son bon droit. C'est cette impression qui peut être analysée en termes de rationalité. Reste la colère qui peut être de différents types. Tentons donc la formulation suivante. Ce que quelqu'un fait est moralement mauvais si et seulement s'il est rationnel pour lui de se sentir coupable de le faire, et pour les autres d'être en colère contre lui. Cette formulation telle qu'elle s'applique mieux à blâmable qu'à moralement mauvais. En quoi consiste pour un acte d'être moralement mauvais? Le terme mauvais en morale est souvent considéré comme ayant deux sens moraux distincts, l'un objectif, l'autre subjectif. Voici une histoire qui montre la différence. Hier, j'ai fait vérifier les freins de ma voiture. Aujourd'hui, je conduis un ami au supermarché, mais en route, mes freins lâchent et je tue un piéton. Prendre ma voiture, donc, s'est avéré mauvais au sens objectif, mais pas subjectif, puisque j'avais toutes les raisons de croire que mes freins étaient sûrs et que par ailleurs mon ami avait besoin d'aller faire ses courses. Une action est ainsi mauvaise au sens objectif si elle est mauvaise à la lumière de tous les faits, connaissables ou non, alors qu'elle est mauvaise au sens subjectif à la lumière de ce qu'un agent a de bonnes raisons de croire. Plus précisément, un acte est subjectivement mauvais s'il est mauvais à la lumière du degré de plausibilité ou de probabilité subjective, qu'un agent a des raisons d'assigner aux propositions qui ont rapport à l'acte. Or, il est clair que l'analyse que j'ai avancée ne peut convenir lorsque mauvais est pris au sens objectif. Dans l'exemple que j'ai donné, il s'est avéré objectivement mauvais de prendre ma voiture, mais cela n'aurait pas de sens que je me sente coupable pour autant que d'autres m'en veuillent. Un acte peut donc être mauvais au sens objectif sans être mauvais selon les critères que j'avance. Ce n'est pas là un défaut car, comme je vais le montrer, le sens objectif n'est pas le sens qui m'est utile. Cependant, nous verrons aussi que même pour le sens subjectif, l'analyse ne marche pas en l'état. Nous avons des raisons évidentes de vouloir une théorie qui détermine quels actes sont bons au sens subjectif. Une telle théorie nous offrirait une direction, guidance, morale, même lorsque nous savons que nous ignorons les faits pertinents. Nous pouvons utiliser la théorie ainsi associée à ce que nous pensons savoir afin de décider quels actes éviter pour des raisons morales. Mais pour quelles raisons nous faudrait-il une théorie qui détermine quels actes sont bons objectivement? Elle ne nous donnera aucune direction dans les cas où nous savons ignorants des faits pertinents. En ce cas, nous aurons alors plutôt besoin de règles pour agir sans disposer d'une pleine information. Certes, si je pouvais me placer sous la direction d'un devin fiable, j'attendrais de lui qu'il me dise entre les choses que je pourrais faire laquelle est bonne au sens objectif plutôt que subjectif. Mais les devins fiables ne courent pas les rues. Une théorie du sens objectif de ce qui est bon pourrait tout du moins être utile dans les rares cas où je pense connaître tous les faits pertinents. Mais même dans ce cas, la théorie est superflue si nous avons des critères de ce qui est bon au sens subjectif. Car pour qui agit en pleine connaissance de cause, les sens subjectifs et objectifs de mauvais coïncident. Et donc pour déterminer ce qui est bon au sens objectif, l'agent pleinement conscient n'aura qu'à déterminer ce qui est bon au sens subjectif. En bref, donc, pour un agent qui sait qu'il est ignorant, des standards du bon au sens objectif sont inutiles. Ce qu'il lui faut, ce sont des standards du bon au sens subjectif, tandis que pour l'agent pleinement conscient, des critères du bon sens objectif sont superflus, tant qu'il a ceux du bon au sens subjectif. Il n'est pas besoin donc de rendre compte de ce qu'on veut dire en qualifiant un acte de mauvais au sens objectif. Et nous ne perdrions rien au plan pratique, puisque ce qu'il nous faut pour notre direction morale, ce sont des critères qui disent quels actes sont mauvais au sens subjectif. On pourrait penser qu'il nous faut donner pour but la justesse objective, mais souvent ce que nous pensons le plus certainement juste au sens objectif n'est pas la chose à faire, mais le faire serait en effet souvent encourir des risques insupportables. Nous avons besoin, pourrait-on penser, d'un sens objectif de ce qui est juste pour encourager les autres à se procurer l'information nécessaire. Mais l'information vaut plus ou moins la peine d'être acquise, et c'est le traitement subjectif qui peut en décider.
pour un traitement selon les théories de la décision de la question du prêt à payer pour une information, voire RAIFA. Quand j'emploierai les termes bon et mauvais, ce sera donc au sens subjectif. En l'état, l'analyse que j'ai avancée fonctionne-t-elle alors pour mauvais au sens subjectif? Un acte est-il mauvais au sens subjectif si et seulement s'il tombe sous cette analyse, si et seulement s'il est rationnel pour l'agent de se sentir coupable de l'acte et pour d'autres de lui en vouloir? L'analyse semble convenir le mieux, je l'ai dit, à blâmable, et le mauvais au sens subjectif n'est pas la même chose que le blâmable. Pour faire comprendre la différence, imaginons que dans un excès de douleur, je parle grossièrement à un ami venu me présenter ses condoléances et que je lui fasse de la peine. Ma grossièreté est immotivée, mais compréhensible dans les circonstances. J'ai mal agi, mais étant donné l'agitation qui était la mienne, il n'y a pas forcément de sens à m'en blâmer. Dans ce cas, mon action est donc mauvaise au sens subjectif, mais pas blâmable. Brandt, 1959, établit cette distinction et montre que répréhensible ne peut être défini en termes d'obligation morale. Il propose une définition de répréhensible qui est très proche par certains aspects de la mienne. Comment alors corriger l'analyse avancée de sorte qu'elle puisse s'appliquer au mauvais au sens subjectif? Nous pourrions d'abord demander pourquoi il faudrait distinguer conceptuellement le mauvais au sens subjectif du blâmable. La réponse serait que les concepts de bien et de mal sont prévisionnels, à la différence de celui de blâmable. L'agent qui a une conscience morale est l'agent qui se demande devant les possibilités qui lui sont ouvertes quels actes sont bons, quels actes mauvais et qui élimine tous ceux qu'il juge mauvais. Cela veut dire, entre autres choses, que le bien et le mal qui caractérisent chacune de ces possibilités ne dépendent pas des raisons d'agir de l'agent. Être motivé par une conscience morale, cela consiste bien plutôt à essayer de s'en tenir pour les actes à ce qui est bon. À l'opposé, le blâme s'attache à l'agent de manière rétrospective, où on le blâme d'avoir agi avec trop peu de motivation suffisamment désirable au point de vue moral. Le bien est prospectif, le blâme rétrospectif. Comment exploiter cette différence? La proposition de Mill, je l'ai dit, s'applique mieux au blâme. Acceptons-la pour l'instant comme théorie du caractère blâmable. Et posons donc que dire d'une action qu'elle est moralement répréhensible ou dire que l'agent est blâmable ou à blâmer pour cette action revient à dire ceci. Il serait rationnel pour cet agent de se sentir coupable d'avoir accompli son acte et pour les autres de se sentir en colère contre lui pour l'avoir accompli.